Bonsoir à toutes et à tous. Moi, simplement dire merci aux bibliothèques idéales qui ont effectivement enchanté pendant plusieurs jours maintenant en abordant des thèmes et des sujets très divers, en ayant des partenariats avec des grandes institutions, l'Opéra national du Rhin, l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, le festival du film fantastique, le festival Musica, c'est-à-dire tout ce qui en ce moment est en train de pulser le cœur de la ville de Strasbourg, puisque c'est en septembre que tout ça se passe et partout il y avait beaucoup de monde. Remercier vraiment François Wolfermann, toute son équipe. Remercier les très nombreux bénévoles qui ont permis que tout se passe dans les meilleures conditions et d'accueil et de fluidité. Vraiment, merci aux bibliothèques idéales. Et je leur donne bien sûr rendez-vous l'année prochaine, enfin bientôt, dans quelques mois, puisque vous le savez, Strasbourg sera capitale mondiale du livre UNESCO à partir du 23 avril 2023 jusqu'au 23 avril 2024. Et les bibliothèques idéales vont être ils le sont déjà d'ailleurs, un des piliers de cette année absolument énorme, enfin énorme dans le sens qu'on veut lui donner, qui doit être porté sur la question du débat, sur les questions de société, sur la littérature, sur la force des mots. Et tout ça, c'est les bibliothèques idéales qui vont nous aider à le faire. Je ne serai pas très longue, simplement saluer à ce dernier moment la mémoire l'hommage que vous allez rendre à Germain Müller et à Dina Faust. Vous rappeler ou vous dire que le Barabli a commencé ici dans la salle de l'Aubette, avant de rejoindre la salle du Metz, qui a accueilli pendant des années cette troupe importante pour la vie de Strasbourg et de l'ensemble des Alsaciens, salle qui est désormais à nouveau restaurée. Voilà, eh bien écoutez, je tenais quand même à vous dire ce petit mot parce que c'est un moment vraiment conclusif de ces bibliothèques idéales qui est très fort, qui est très important, parce que c'est à la fois l'impertinence, l'humour, c'est à la fois la force de caractère et tout ça, je pense que vous retrouverez dans la troupe qu'on a ici, eh bien, un peu du caractère de Germain Müller, qui évidemment, on n'oublie pas Dina Faust. Merci beaucoup. Voilà, et comme la collectivité européenne d'Alsace est très engagée sur ce projet aux côtés des bibliothèques idéales, je laisse la parole à Victor Vogt. Bonsoir, Madame la maire adjointe et vous toutes et tous. En vos grades et qualités, je vous apporte les salutations de mon président, Frédéric Bierry, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui, de par la portée symbolique de cet événement, est présent avec vous de tout cœur. Les bibliothèques idéales, effectivement, c'est un temps fort à Strasbourg, en Alsace, mais même bien au-delà, où finalement, le livre, dans toutes ses variantes, est en démonstration, parce qu'en fait, le vrai pouvoir, et là je ne fais pas de politique, est dans les livres. Ça, c'est la première chose que je voulais vous communiquer. Remercier les acteurs, finalement, qui se mettent en mouvement pour porter avec force, justement, le poids des mots, la force de l'écriture, sous toutes ses formes. Ensuite, un grand remerciement de choisir Germain Müller et Dina Faust comme moment conclusif de ces bibliothèques idéales. Vous le savez, l'Alsace a une culture toute particulière. J'aime à appeler ça l'originalité alsacienne. Et ça aussi, finalement, c'est une grande force qu'on a. Je pense aussi finalement à un objet très simple, le Barabli. Sporobli auf Elsassisch. Also, auf Elsassisch von Unterschofer, von da, wo ich bin.
parce que peut-être que certains d'entre vous ne le savent peut-être plus, mais c'est ce qui permettait à la sortie des camps où étaient enfermés les malgré nous, de faire la différence entre un malgré nous et un prisonnier de guerre de la Wehrmacht, puisque les Allemands disaient Regenschirm et les Alsaciens disaient parapluie ou port-reblé. Et je crois que dans une époque comme celle d'aujourd'hui, il est important aussi de se souvenir de la force des symboles qu'ont porté la culture, justement pour être passeur d'humanisme, notamment dans cette terre rhénane qui nous est particulièrement chère. Je vous remercie Longmarsen. Merci für was nach Gemorton, für de Germain, für Dina. Ich kenne sogar selber in Gonderschoffer am Rasol, wie der Name hat, seit ein paar Monaten von Dina Faust, weil hinter ein großer Mann, wie viel Sarah gemacht hat, für unsere Sprache, ist auch eine große Frau da gewesen. Und es ist Dina Faust gewesen. Vielmals merci. Merci infiniment pour ce que vous avez fait. Et voilà, vive l'Alsace. Bonjour à toutes et à tous. Salut Bissom. C'est extrêmement impressionnant de voir cette salle aussi vivante, aussi remplie. Enfin, merci beaucoup à tous d'être présents. Juste quelques mots pour remercier au nom d'Un Livre Ouvert via une Offene Spoor, l'association dont je suis membre et qui a co-organisé cet événement. Tous ceux qui nous font confiance depuis des années, la ville de Strasbourg, la collectivité européenne d'Alsace, la direction régionale des affaires culturelles, la région Grand Est et bien sûr les bibliothèques idéales, François Wolfermann et toute l'équipe qui nous accueille depuis des années. Un merci à Lolka et à Dina pour leur soutien précieux. Et merci à toutes celles et ceux qui m'ont rejoint sur scène et qui ont tous accepté sans la moindre hésitation de participer à cette rencontre. Tous et toutes, alle miteinander, sind Liebhaber von der Kultur und von der elsässischen Kultur, sont tous des amoureux de la culture en général et de la culture alsacienne en particulier, comme Dina et Germain, des passionnés de la transmission et du partage de cette culture dans toutes ses langues, comme Dina et Germain. Alors ce soir, nous faisons plus ou autre chose que rendre un hommage à Dina et Germain, en mélangeant les générations, en voyant avec quel enthousiasme et quel talent les jeunes se sont emparés des textes et des chansons. Nous comptons bien vous montrer combien cette culture et ces langues sont vivantes. Et pour le faire dans les meilleures conditions, nous vous invitons à complètement éteindre vos téléphones. À plus tard, je rejoins la régie. Dites-vous bien, mes amis, que par un temps de pluie, la vie peut être belle. Il y a du soleil sous notre ombrelle et une fleur bleue dans chaque poubelle. Und wenn es Katze weht und wenn der Hahn nicht kräht, es ist uns ganz egal. Wo ich wenn noch trotzdem lacht und sich süß nicht gern Sorgen macht. Und wenn es Katze weht und wenn der Hahn nicht kräht und wenn der Teufel auf der Stelze war. Bonjour. En alsacien, bonjour se dit bonjour, une bouteille à boutelle, un bouchon à bûchon et un parapluie, un bord-repli. Voilà, c'est comme ça que le Bord-Obli et Germain Muller se sont présentés à la France entière pour la première fois en 1961 dans une émission qui s'appelait Un jour en France et qui était consacrée à l'Alsace. Et dans cette émission, une grande part a été consacrée au Bord-Obli avec toute l'équipe et de nombreux sketchs. Et à l'époque, un jeune premier qui n'était pas alsacien d'origine, qui s'appelait Jacques Martin, qui a fait ses premières apparitions et qui, suite à cette émission, est parti ensuite faire le parcours et la carrière qu'on lui connaît à Paris.
Alors avant de commencer, je voudrais juste faire une toute petite mise au point. D'abord, je constate avec plaisir que la couleur des cheveux dans la salle est plus ou moins la même que la mienne. Donc j'en conclus qu'une grande partie comprend l'alsacien. Mais on a quand même tenu à ce que l'entretien se passe en français pour n'exclure personne. On a choisi une sélection de textes. Il était impossible de jouer des sketchs dans ces conditions. Donc il n'y aura pas de vrais sketchs du Borobli. Il y aura en revanche des monologues et des chansons emblématiques dans les 3 langues qui étaient en usage au Borobli, voire même un peu plus, à savoir en alsacien bien sûr, en français et en allemand. Voilà la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que c'est Lionel Heinrich, qui est un passionné du Borobli, qui n'a jamais joué au Borobli, ce n'est pas un comédien, mais qui est un grand collectionneur. Je crois qu'à l'heure actuelle, il lui manque 1 ou 2 objets emblématiques, mais à part ça, il a quand même énormément d'objets et de programmes, de textes du Borobli dans sa collection. Donc c'est un fin connaisseur et c'est lui qui va mener cet entretien et je me ferai un plaisir de lui répondre dans mes moyens. Merci bien. Merci Christian. Comme nous l'a rappelé Madame Isla en introduction, il y aura ce mois de décembre 77 ans que cette merveilleuse aventure a commencé à quelques mètres d'ici, dans la salle qu'on appelait à l'époque, je crois savoir, la salle ciné-spectacle de l'Aubette. Voilà. C'est l'ancienne salle Harpe qui s'appelait à un moment donné ciné-spectacle et ensuite a été la salle Ricard et pour finir est redevenue la salle Harpe puisqu'elle a été refaite exactement à l'identique. Malheureusement, le son n'est pas très bon pour nous, donc on est bien content d'être ici. Voilà. Et cette aventure a donc commencé ici, mais je crois savoir que ce n'est pas sur une idée de Germain. Enfin, il voulait faire autre chose après-guerre. Alors, si on veut parler rapidement des fondateurs, il faut préciser plusieurs choses. D'une part, Germain Muller, comme jeune homme de 14-15 ans, était fan de Trenet. Et il participe à un radio-crochet de Radio Strasbourg. La radio était très importante dès sa création en 1930 jusqu'au début des années 70. Radio-crochet qu'il gagne, qui lui permet de lui-même proposer une émission de chansons de variété pour Radio Strasbourg, qui aurait dû devenir une suite. Le radio-crochet se passe en 1939, il fait sa première émission effectivement. La deuxième était programmée pour septembre 1939 et malheureusement quelqu'un évidemment s'est interposé à cette histoire et a fait que tout ça a été annulé avec la déclaration de la guerre. Ça c'est une première chose. Il rencontre avant la guerre quelqu'un qui s'appelle Raymond Vogel. Je prononce exprès Vogel parce que c'est lui qui tenait dans la vie à ce qu'on ne dise pas Vogel, mais Raymond Vogel. Et Raymond Vogel était déjà dans le milieu du spectacle, il était son aîné d'une 10aine d'années, je crois, à peu près. Et ils se sont retrouvés après la guerre. Pendant la guerre, Germain suit des cours à Karlsruhe de théâtre et il est incorporé de force. Il s'échappe, il s'enfuit dans des situations rocambolesques. C'est un véritable scénario de scénariste, enfin de dramaturge qu'il élabore parce que son grand souci était que sa famille ne fût pas ennuyée du fait qu'il a quitté l'armée allemande. Déserté, hein, c'est ça, et pour s'enfuir en Suisse. Et il sera en Suisse. En Suisse, on ne se promenait pas comme ça quand on était déserteur. On était dans un camp, ce qu'il sera. Et c'est là-bas qu'il rencontre un homme essentiel qui sera Alfred Rasser. Alfred Rasser était un des grands cabarettistes de la Suisse, essentiellement alémanique. Le cabaret est né en Suisse en 1916, Cabaret Voltaire à Zurich. Ce sont les dadaïstes dont faisait partie Jean-Hans Arp, à l'époque Hans Arp, encore un Alsacien, qui ont créé une espèce de cabaret complètement loufoque et littéraire dans la tradition, on va dire, des cabarets littéraires allemands, mais avec déjà une note particulière. Mais dans la foulée, d'autres artistes se sont emparés du principe du cabaret en Suisse, dont Alfred Rasser, pour développer un style de cabaret qui s'est complètement éloigné du cabaret que l'on connaît en Allemagne, c'est-à-dire qu'ils ont fait un cabaret avec des décors, avec des costumes, avec des sketchs en situation, des personnages, etc., beaucoup plus loin du cabaret un peu froid qui existait du côté allemand. Rasser lui fait
miroiter ça, enfin il se rend compte de ça, Germain, il revient, Germain voulait être comédien, mais il voulait être comédien à Paris, à Hollywood. Et puis il arrive à Strasbourg et il voit cette ville dans l'état dans lequel elle était à la fin de la guerre. Il l'écrira dans l'avant-propos de sa pièce, dans la première version de sa pièce Enfin Return de Faune en 1949. Il raconte cette anecdote quand il a vu cette ville totalement à moitié démolie. C'est là où, en réalité, sa conscience strasbourgeoise, parce que le Bord-Obli était à l'origine un cabaret strasbourgeois, puis alsacienne, s'est véritablement développée. Il décide de rester ici, de faire du spectacle ici, de faire du cabaret en français. Il monte une revue en 1945, voilà le printemps, et cette revue est un flop. Et il se trouve qu'avec Raymond Vogel, qu'il connaissait donc d'avant la guerre, ils avaient créé une agence de spectacle pour faire venir des spectacles parisiens. La Fontaine. La société La Fontaine, et où ils ont fait venir plus tard Piaf, Bourvil et de très grands artistes. Les compagnons de la chanson. Voilà, puisque les compagnons de la chanson rencontrent Piaf grâce à Germain Muller et Raymond Vogel avec la société La Fontaine. Toujours est-il qu'ils avaient fait venir Rasser aussi pour faire une tournée en Alsace. Et Rasser est venu voir le spectacle, là le printemps, il se rend compte que c'est un flop, et Germain dit « je ne comprends pas », etc. Mais il dit « mais évidemment, il suffit de se balader dans la rue, personne ne parle français ici, tout le monde parle alsacien. Fais ton spectacle en alsacien et tu feras un carton ». Et c'est là où Germain écrit la première revue du Bord-Obli, en alsacien. Il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui un teaser, c'était pas pensé de la même façon à l'époque. Il a commencé par écrire la chanson Steigelbourger Swing, cette chanson qui sera... C'était 1 an et demi avant, je crois. Pardon ? Ça, c'était 1 an et demi avant, la première. C'était avant la revue. Voilà. Mais cette chanson, elle sera jouée au Mesti de Trüchtelsheim, et là on revient à la radio, parce que la radio a fait une émission en direct du Mesti de Trüchtelsheim, où l'Alsace entend pour la première fois du Steigelbourger Swing. Et toute cette jeunesse, parce qu'au début, le Bord-Obli, c'était vraiment un cabaret pour la jeunesse, les gens qui avaient le même âge que Germain, il avait 23 ans à l'époque. Toute cette jeunesse découvre qu'on peut chanter en alsacien du swing. Et c'est l'euphorie totale grâce à Radio Strasbourg qui était écoutée par toute l'Alsace à ce moment-là. Surtout grâce à sa prestation scénique, c'est René Vibert qui avait présenté ce spectacle-là à Trüchtelsheim, et il avait dit qu'il n'avait jamais vu un type bouger comme il avait bougé sur scène ce jour-là. Voilà, c'est la modernité de Germain évidemment qui a été très importante. Donc Germain Muller, Raymond Vogel sont les fondateurs au début. Très vite, Germain Muller se rend compte qu'il faut avoir dans sa troupe des gens, on va dire, de la quarantaine, c'est-à-dire la génération à peine au-dessus de lui et peut-être même un peu plus. Ce qui n'était pas le cas des gens qui étaient autour de lui. Dina Faust, à l'époque, était speakerine à Radio Strasbourg. Ensuite, elle a intégré la troupe radiophonique en langue française, puisqu'il y avait 2 troupes à la Radio Strasbourg, une troupe en langue française dirigée par Antoine Bourbon et une troupe alsacienne qui présentait un Hörspiel, une pièce radiophonique toutes les semaines en français et une autre en alsacien. Et il rencontre Dina à la radio, et puis il cherche, et il avait vu un trio qui s'appelait Steigelbourger, qui était composé de Félix Heuser, de René Vibre, qui en était le leader, et d'un gars un peu bizarroïde qui s'appelait Robert Breisach. Et il les a vus, et il s'est dit, ces 3-là, il me les faut. Donc il les a engagés au Bord-Obli, et puis ça a créé le noyau. Après, il y a eu des comédiens qui ont complété la troupe. Il a rencontré Mario aussi grâce à la radio. Et ça, c'est une rencontre essentielle parce que toutes les chansons du Bord-Obli sont marquées par le talent de Mario Irlé, qui était un compositeur et un mélodiste exceptionnel. Et c'est ce qui va différencier le cabaret Bord-Obli du cabaret Cactus de Alfred Rasser. C'était cet apport de chansons, de musique originale que Rasser n'avait pas, ou du moins en moins. Il avait plus de textes. Germain Muller aimait bien alterner sketch et chansons, vu qu'il avait un compositeur, un merveilleux compositeur en la personne de Mario Irlé. Moi, j'aimerais maintenant avec toi passer derrière le rideau, parce que moi, tu m'as présenté comme un éclairé du Barablin, bien que n'ayant jamais participé. Moi, j'aimerais passer derrière le rideau avec toi et aller un peu dans les coulisses. Par exemple, une revue. Il écrivait quand les sketchs? Longtemps à l'avance ou il faisait ça dans l'urgence? Alors, ça dépend des époques. Moi, j'ai connu vraiment dans la pratique
le Borobli sur le dernier quart de son existence. Il faut rappeler juste une chose aussi, c'est que les 10 premières années, ils écrivaient, ils jouaient 2 revues par an. Et ce n'étaient pas des revues d'1 heure et demie, c'était des revues qui duraient 3 heures. Donc il a produit quasiment 6 heures de texte tous les ans, des textes nouveaux. C'est essentiel de remarquer cette prouesse, ce boulot incroyable. Même si dans les premières années, il y avait parfois d'autres auteurs, mais sporadiquement pour 1 ou 2 textes. André Beckmann a écrit ici ou là un texte, Noctuel a écrit, Raymond Vogel a écrit, alors lui il a écrit régulièrement 1 ou 2 sketchs, mais enfin bon, quand même le gros du boulot c'était quand même Germain Müller qui l'écrivait et Mario qui faisait le... Donc il y avait deux revues, ça veut dire qu'il travaillait en permanence, surtout que dans les 10 premières années se situe aussi la création de la pièce Enfarret de Faune, en 1949, et puis de temps en temps, ils faisaient des spectacles hors cabaret. Ils ont monté une opérette aussi, Von Wehe Pin-Up avec Gaston Goetz. Alors ils ont travaillé à 2 sur l'opérette, mais les musiques étaient de Mario. Ils montaient des pièces d'autres auteurs. Donc c'était vraiment un boulot à plein temps, plus l'agence La Fontaine qui faisait venir des spectacles. Après, ça s'est un peu ralenti et il s'est limité à 1 revue par an pour 2 raisons. D'abord parce que ça commençait à être difficile d'alimenter en thèmes nouveaux, etc. Et puis que le succès venant, il a fait de plus en plus de représentations. En 1981, c'est la première revue, je crois savoir, que tu as vue tout jeune homme. La revue de 81, c'est celle qui a été le plus jouée. Elle en fait 105 représentations. Donc il faut imaginer 105 représentations. Aujourd'hui, les scouts, ils font une 60aine. Hein. Le Borobli, c'était toujours au moins 80 représentations, selon les ans, un peu plus, mais jamais moins. Et donc, compte tenu du nombre de représentations, du temps de préparation, ils se sont limités à 1 revue par an. Germain écrivait, alors le plus court, le plus rapide, écriture, répétition, montage complet, d'une revue, ça a été 3 semaines. Mais ça, c'est exceptionnel, mais c'était le plus rapide. C'était laquelle? C'était dans les années 70, je ne sais plus, 77 ou 78. C'était l'urgence la plus absolue. Sinon, ça se faisait en 5 à 4 semaines. Ah, quand même. On va dire que dans le temps, Germain commençait à écrire en été, mais la revue sortait, il y avait une revue d'automne et une revue de printemps en réalité. Donc il écrivait déjà pendant les vacances un peu, etc. Mais au fil des ans, les choses se sont faites au plus serré. Les textes étaient... Le principe, c'est qu'il fallait répéter avec les comédiens. Donc, on répétait d'abord ce qui avait le plus long à mettre en place, c'est-à-dire les chansons, notamment les chansons d'ensemble, qui devaient être chorégraphiées. Donc, le premier jour de répétition, on avait un demi-texte d'un chœur d'ensemble, et puis peut-être une ébauche de sketch. Ils réécrivaient les sketchs au moins 2 fois, parfois plus, quand ils étaient complexes. J'ai quelques versions différentes de certains sketchs, ouais. On en a 3 ou 4 versions différentes. Ils rajoutaient des variantes, etc. Bon, même pendant les représentations, si une réplique ne fonctionnait pas exactement comme il le souhaitait, il écrivait comme son grand modèle, en fait, c'était un auteur français, maintenant le nom m'échappe, de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Bon, bref, ça me reviendra. Tout était millimétré et il fallait que le texte soit dit. Justement, voilà, je voulais te poser la question, comment il était avec ses comédiens? Il demandait la réplique à la virgule près, oui, ou il laissait une petite liberté à chacun comme on peut le faire au cabaret? C'était pas seulement à la virgule près, c'était à la respiration près. Okay. Il fallait respirer exactement le texte comme il l'avait imaginé, parce que si on sortait un tout petit peu, l'effet n'était pas là. Et le rythme tombait, quoi. Et puis, le problème du rire, ça, tous les gens qui font de l'humour le savent, c'est que la première chose, c'est le rythme. Et puis, quand l'effet ne marche pas sur une réplique, c'est pas seulement cette réplique-là qui ne marche pas. C'est que la suivante, elle est déjà elle est un peu entamée par l'échec de la première. Donc, les répétitions, c'était vraiment d'une grande précision. Alors, ça dépendait des comédiens, mais il était extrêmement exigeant avec tout le monde. Le seul qui avait une toute petite liberté, c'était Robert Breisart, qui jouait le personnage de Désiré, qui est un personnage qui a été inventé
par Germain en réalité et incarné par Robert Breitzart. Mais c'est Germain qui a écrit pour lui. Parce qu'au début, Justement, je crois qu'il écrivait pour les comédiens. il écrivait toujours à la tête du comédien. Parce que moi, j'ai certains textes de lui encore sur papier pelure, et en marge, il n'y a pas le nom du personnage, il y a le nom du comédien. Voilà. Isaac, Weber, Dina, etc. Voilà, Il y a quasi quelques sketchs où on voit en marge le personnage, mais ils sont très rares. C'est vraiment écrit sur mesure. Et Robert Breitzart, qui au début n'avait pas la place qu'il a prise au fur et à mesure très vite, celui qui était en fait à côté de Germain le plus important, c'était René Vibert. C'était le leader des Stegelbauer. Dans les premières revues, c'est lui qui avait le plus de textes, qui avait aussi Il y avait aussi un personnage, le Salupo, capacité capacité de mémorisation. Et puis Désiré s'est imposé petit à petit, et celui qui a été le déclencheur en réalité de Désiré, Germain a écrit un peu pour lui, pour tester les premières revues. Et puis, je ne sais plus si c'est en 1947, la deuxième ou la troisième revue, Raymond Vogel a écrit un sketch qui s'appelle Villa Désiré. Et c'est là où vraiment Désiré a explosé et où Germain s'est rendu compte de la force vraiment qu'il pouvait tirer de Désiré. Et alors là, il a vraiment écrit, dans toutes les revues, il y avait 7 à 8 sketchs qui étaient dédiés à Désiré. Même dans les années 50, une partie du public venait pour Désiré. Pour Désiré, presque plus que pour Germain. Hein. Et je crois même savoir que sur la fin, il a même écrit un barabli. Il n'avait plus trop envie, mais comme Désiré était encore de la partie, il a dit allez hop, j'y retourne. Parce que Désiré avait encore envie de monter sur scène. Oui, ça a été à partir des années 80. Il était un peu fatigué, Germain. Et donc, régulièrement, on lui demandait mais Germain, est-ce que vous allez continuer comme ça? Et il disait tant que Breitzart, donc Désiré, peut jouer, on joue. Et sur les dernières revues, à partir de 1979, toutes les revues ont été enregistrées par la télévision. Et là, c'était très important parce que Germain s'est rendu compte que beaucoup de sketchs et de grands sketchs qu'il avait écrits notamment pour Désiré, pour Breitzart, étaient antérieurs et que Désiré n'avait plus autant de facilité pour mémoriser. C'était plus compliqué parce qu'il avait plus de 70 ans, presque 80. Et donc, il a ressorti des vieux sketchs des années 50, même un sketch de 48, Accent aigu, qui est un des grands sketchs. Ce qui m'a permis de les voir, parce que moi j'ai vu les revues à partir de ce moment-là, ce qui m'a permis de voir les grands classiques du début du Port Replay. Et donc il les a mis dans la revue de 83, 84, etc., pour qu'ils soient enregistrés et pour qu'ils restent dans la mémoire générale. On va commencer peut-être par la chanson emblématique dont j'ai parlé tout à l'heure. La première. Der Stegelbauer Swing. Mais là, c'est par la plus jeune parmi nous qui va la chanter, c'est Charlotte Wix. Zijn er gerecht? Ja? Hier ook? Hopla. Pta, 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 ta, ta. Es ist da eine Epidemie, überall uns Unterschied. Die Finger in Tee sind erste weh. Und noch kribbelt's und noch krabbelt's, bis noch so große Zeh. Neger Hans uns mitgebracht, ist der Gummibein gebohrt. Jeder spielt sich Neger blöd und dibbelt und doppelt in der Welt. Der Stegelbauer Swing, wie du, der Tützelüt, der Bacillus. Der Stegelbauer Swing, wie du, der Antoinette will nehmen spät. Der Stegelbauer Swing, wie du, der Elisabeth ist von der Kette. Alle juckt's, alle zuckt's, alle wollen noch einmal. Polka weg, wollt sich Dreck. Der Stegelbauer Swing, bin doch Gäst beim Doktor gesehen. Mischl und Briefe auf Mava und Sinn. Der Finger in Tee und Sungerin. Gib mir her, mit in den kranken Schinn. Was ich han, mein lieber Mann, ist nicht schlimm, hat der Doktor gesagt. Es wär nicht schlimm, der ganz Salat, wenn ich hätt ganz einfach gesagt. Der Stegelbauer Swing, bidu, der Tützelüt, der Bacillus. Der Stegelbauer Swing, bidu, der Antoinette will nehmen spät. Der Stegelbauer Swing, bidu, der Elisabeth ist von der Kette. Alle juckt's, alle zuckt's, alle wollen noch einmal. Polka weg, wollt sich Dreck. Der Stegelbauer Swing, hey!
Come on, Marcel. Da Stegelbo swing, doobie-doobie-doo-day, tutselut, zet de bacillus. De Stegelbo swing, doobie-doobie-doo-day, het na door da Hitler kent. Da Stegelbo swing, doobie-doobie-doo-day, de Elisabeth, is von de ket, al ne juk zal net zoek zal, die willen nog een mol. Polka weg, walser trek, de Stegelbo swing, polka weg, walser trek. De Stegelbo swing, polka weg, walser trek. De Stegelboyer swing. Oh, du lever auch, Gustin. Ali. Handa Schwing. Je m'appelle Igor Raskorovitz. Je suis de quelque part, d'un corridor entre deux familles qui ne sont pas d'accord. Je m'appelle Igor Raskorovitz. Avec un nom comme ça, et quand on est du corridor, il faut coucher dehors. Je connais toutes les queues de tous les bureaux des étrangers du monde. Et je finis toujours entre un visa accordé et un visa refusé. Je m'appelle Igor Raskorovitz. Je suis de quelque part, d'un corridor entre deux familles qui ne sont pas d'accord. Et ce sont toujours les gens du corridor qui ont tort. Tort d'abord, parce qu'ils sont du corridor, et tort aussi parce que les autres, ils ne sont pas d'accord. Eh oui, je sais, c'est un grand tort de ne pas avoir de patrie. Il en faut une de patrie, il en faut une durant toute sa vie. Il en faut une pour la fiche de police de l'hôtel. Remarquez, mon père, il avait une patrie. Je ne sais plus laquelle, on en a tellement changé dans le corridor, mais c'était une belle, une bonne, une grande patrie. Avec une capitale, un hymne national, des revues militaires, des généraux, des drapeaux et tout et tout. Un jour, mon père, à la guerre, il est parti. Et il m'a dit comme ça, Igor, je m'en vais me battre pour la patrie. Je m'en vais me battre pour que demain, le monde, enfin, il soit meilleur. Et pour que les petits Raskorovitz du corridor, ils ne couchent plus jamais dehors. Mon père, il est mort pour la patrie. Et le monde, il n'est pas meilleur. Et les gens du corridor, ils couchent toujours dehors. À moi, on m'a dit, Igor, il faut choisir une patrie, il faut jouer. Alors j'ai misé. Mais quand les grands croupiers m'ont dit que les jeux étaient faits, je n'ai pas osé retirer ma mise. Et je suis resté sur le tapis. Depuis, je traîne ma valise de pays en pays, heimatlos. Alexandre Sigrist, qui a repris ce texte qui avait été créé à l'origine par Raymond Vogel, justement, mais écrit par Germain Muller, et que Germain a eu l'occasion d'enregistrer pour la télévision de façon tout à fait impromptue dans les années 60 et qui reste maintenant dans la mémoire de Lina, interprété par Germain. Wie geht's wieder? Ah ja, du bin ich time. Weil bist du blöd, in meinem Land
ist der Nehmensprophet. Nimm mir's nicht rum, bist mir richtig zu dumm. Begraben in dem Loch. Was suchst denn du noch? Merci, cher ami. Merci für den guten Rot. Merci, cher ami. Kommt leider zu spät, denn du bin ich daheim, im Konto seine Beine, schaukle meine Träume nie weit fort von hier. Bin ich so glücklich wie, wenn ich's Münster wieder sehe. Ich weiß, ich blöd, es ist banal, so Glitzerstein geht's überall, doch überall bin ich nicht heim, doch überall bin ich allein. Kann an fahren, wo ich will, mein Kinderliedl wird nicht still. Spür ich ganz aparter Schmerz, es ist Retour-Billett im Herz. Denn du bin ich daheim. Bin ich so glücklich wie, wenn ich's Münster wieder sehe. Ich weiß, ich blöd, es ist banal, so Glitzerstein geht's überall, doch überall bin ich nicht heim, doch überall bin ich allein. Kann an fahren, wo ich will, mein Kinderliedl wird nicht still. Spür ich ganz aparter Schmerz, es ist Retour-Billett im Herz. Denn da bin ich daheim. Une chanson de 1951, Trine. Lüt nicht rechts, lüt nicht links, drinnen sind mehr dummes Gedings. Bei uns hat den Gräserwahn, lüt kaum ein Baum mehr an. Fühlt sich nicht mit uns verwandt, ist nicht heim in unserem Land. Parodiert grad so vorbei, wie in Gebild, wie Menschen schön. Ja, bei uns hat trägt die Hand. Ja, bei uns hat das Ländl verschenkt. Und es ist ihm wurscht, hat nur durchzüft und soll die Pechtel aus dem Ländlnüss. Ihm ist das einerlei, schnitt dort Welt in zwei und schleppt ewig an den Terminus. Zwischen du
Und Geld ist trägt Geld, drum fließt er auch so schnell vorbei und träumt von seiner Lore. Ich weiß, darin kann lieblich sein, ich weiß, darin kann sinnlich sein. Ich weiß, darin macht rund die Knie, lockt Bö und Maid zur Liebsterei. Ich weiß, darin stimmt Harfen an, lädt freundlich hin zu Tanz und Gesang. Macht selber Tanz, risst selber Pläne und fängt sich selbst in seine Arm. Doch bei uns hat darin trägt die Hand. Ja, bei uns hat darin noch nix verschenkt. Und es ist ihm wurscht, er hat nur Durst, schifft uns alle Besten aus dem Ländernüs. Ihm ist das einerlei, er schneidet die Welt in zwei und schleppt der Revier an den Terminus. Zwischen du und Geld ist trägt Geld, darum fließt er auch so schnell vorbei und reimt von seiner Lore. Merci. Brückenbauer werden müd, Brückenbauer schlafen ein und der Fluss fließt weiter trüb. Alle Pfeiler fielen ein. Darum baue ich eine Brücke von dir zu mir. Eine Brücke ohne Lücke, diesmal wünsch ich mir. Hinter Zollbeamtenrücken schlagen Menschen ihre Brücken. Darum baue ich eine Brücke von dir zu mir. Ich frage dich, wen geht's was an, wo ich geboren bin und wann? In welchem Staat, in welchem Jahr, ob hell ob dunkel ist mein Haar? Ob ich die Masern schon gehabt, ob's in der Ehe nicht hat geklappt? Mein einzig Kennzeichen ist das, ich hab keinen Spaß an einem Pass. Darum baue ich eine Brücke von dir zu mir. Eine Brücke ohne Lücke garantiere ich dir. Wie der Sonne goldenen Bäume kennt die Liebe keine Zäune. Darum baue ich eine Brücke von dir zu mir. Le pont des bras tendus est le plus beau du monde. Le pont des bras tendus qui font la grande ronde. En mille mains qui s'entrelacent au-dessus du fleuve qui passe et s'en va noyer très loin nos souvenirs. Darum baue ich eine Brücke von dir zu mir. Darum baue ich eine Brücke von mir zu dir. Darum baue ich eine Brücke von uns zu uns.
Les Bruquets, qui est une chanson que Germain a écrite à l'occasion de la construction du nouveau pont de l'époque, en 1961, du pont sur le Rhin. C'était ça la Bruque véritable. Germain n'était pas que un artiste, car en 1959, alors qu'il est au sommet de sa gloire, de sa notoriété à Strasbourg, il décide de monter une liste électorale pour briguer la mairie de Strasbourg. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête Ah bah ça, il faut dire que le candidat et la liste qui était assez évidente en 59, c'était bien sûr celle de Pierre Pflimlin, mais il y a toujours eu des listes d'opposition, mais qui faisaient des scores. Alors, on va dire, la légende veut que c'était une blague. Il avait dit que c'est ce qu'il dirait si ça ne marchait pas. Voilà. Alors comme ça a marché en partie, puisque à l'époque on pouvait encore, comment dirais-je, panacher, et donc les 3 premiers de sa liste dont il faisait partie ont été élus et sont rentrés dans le conseil municipal. Là il s'est passé quelque chose. 2 d'entre eux ne sont pas restés. Hein? Mellet ni Vogel ne sont restés parce que l'un et l'autre ils ont été invalidés. Oui, mais ils étaient plus loin, je crois. Enfin, il y en a quand même, il y en a eu 3 vraiment qui sont passés. Moi, j'ai encore ah bon, ils étaient bons. Vogel, parce qu'il était également directeur du théâtre municipal et qu'il pouvait pas être à la fois fonctionnaire et édile. Et Mellet, parce qu'il était le beau-frère de Germain. Et ça a été invalidé par le Conseil constitutionnel. D'accord. Mais okay. Je ne rentre pas sur ce terrain-là, mais ce qui est important, c'est ce qui s'est passé après. Parce qu'évidemment, là, on va parler un peu Germain et la politique, en rappelant brièvement qu'il a été pendant 2 ans, après la guerre, membre du Parti communiste français. Et il en est parti assez vite parce que je pense que les habitudes au sein du PC ne correspondaient pas à sa manière de voir la vie. On va dire ça plus généralement, c'était quand même un homme extrêmement libre, bien avant beaucoup de gens. Et donc, voilà, le PC, ça a été comme ça un épiphénomène. Mais il a gardé quelques amitiés au PC qui ont continué, on va dire, à suivre le Borobli jusqu'au bout. Il n'est jamais rentré ni dans le CDS de Pierre Pflimlin, donc les démocrates sociaux, ni il est rentré très tardivement à l'UDF. Donc il a eu beaucoup de mal à s'encarter en politique. En revanche, on lui a reproché très tôt qu'à partir de 1959, les revues n'étaient plus aussi... comment dirais-je, percutante, culottée par rapport à la politique. Alors je voudrais faire 2 remarques. La première remarque, c'est une remarque que quand le Borobli est apparu, en 1946, la presse régionale, la presse nationale, parce qu'il y a eu des papiers dans la presse nationale pour parler de ce phénomène exceptionnel en France, hein, et la presse internationale, plus particulièrement allemande, ont très vite baptisé Germain l'enfant terrible de l'Alsace. D'ailleurs, ça a été redonné 30 ans plus tard à Tommy Ungerer. Il y a là une espèce de filiation de l'enfant terrible. Donc il était l'enfant terrible. Mais dès 1951, donc 2 ans après la création de Enfarredemlem de Faune, à peu près au même moment où paraît la psychanalyse de l'Alsace de Frédéric Offet, qui a beaucoup cité Germain, beaucoup parlé de la pièce Enfarredemlem de Faune, qui a vraiment... dont Germain avait fait la préface. Et Germain avait fait la préface ou l'avant-propos de la psychanalyse. Mais dès 1951, dans la presse, on dit « Oui, mais bon, Germain, il se laisse aller, il n'est plus aussi virulent qu'il a été, etc. » Il s'institutionnalise. Alors, Germain Müller s'est institutionnalisé, effectivement, mais pas en 1951. Plus de 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, il est devenu une institution de fait, c'est-à-dire que l'institution qu'il est devenu, c'est par le public qu'il a institutionnalisé. Donc voilà, ça c'est un mauvais procès. Après, si on veut regarder de près, il est clair que quand on prend... si on compare les textes des débuts avec les textes, on va dire, d'après 75, enfin à partir de ce moment-là, on peut dire oui, peut-être qu'il n'est plus aussi virulent, aussi mordant dans les sketchs. Mais il se réservait ça pour ce qu'on appelait les conférences, c'est-à-dire ces passages seuls devant le rideau, qui étaient très prisés,
dont on disait toujours, mais ça aussi c'est une légende, qu'il improvisait, c'est pas vrai, tout était écrit. Il improvisait peut-être un truc en plus un soir pour réagir à une actualité du jour, mais tous les textes étaient écrits. Et bon, là, il y a eu peut-être un phénomène. Moi, ce que je remarque dans le phénomène, c'est que à partir des années 60, petit à petit, alors il se trouve que ça concorde effectivement avec son entrée en puissance dans la politique, l'enfant terrible, petit à petit, est devenu un parent terrible. C'est-à-dire que si on prend un sketch qui s'appelle Hippie Ahi, Hippie Ato, 67, la vogue hippie. Germain qui était, on ne va pas dire un hippie, mais dans la vie et dans la manière dont il apparaissait au public d'ailleurs, c'est une partie du public lui reprochait ça. Hein, il est toujours mal coiffé, pas forcément bien habillé, il n'est pas très propre sur lui. Enfin bon, c'était tous les poncifs qu'on lui reprochait. Et c'est comme ça qu'on pouvait le croiser devant le théâtre du Cercle quand on allait au spectacle, avant qu'il se costume. Donc, toujours un peu. Voilà. La Vogue hippie, il écrit un sketch et tout un tableau, voilà, hippie ahi, hippie ao. Et quand on voit ce sketch, parce que je ne l'ai pas vu à l'époque, j'étais trop jeune, mais il a été tourné par la télé. De temps en temps, il y a des choses qui ont été tournées dans d'autres émissions qui existent dans les archives. Et pour tous les sketchs que vous ne verrez pas aujourd'hui, je vous invite à aller sur le site de l'INA et à chercher Germain Müller, Barabli, et vous aurez tout ce qui peut exister. Et il y a énormément de choses. J'avais fait l'année dernière 4 fois 52 minutes qu'on a diffusé d'hommages sur des thématiques différentes, au Barabli, à Germain Müller, à Dina Faust, à Breisard, Robert Breisard et à la jeune génération. Donc, mais il y a énormément de choses à voir là-bas. Et quand on analyse un peu ce sketch sur les hippies, Germain qui aurait pu prendre le parti des hippies, il traite le sketch avec en réalité le même regard que portait la génération des parents. On est juste avant mai 68, de mai 68, au lieu d'endosser encore une fois celui de l'enfant terrible. Donc il est dans un sketch où, bon voilà, il raconte les hippies, mais c'est vraiment le regard des parents sur ce phénomène hippie, plutôt que le regard qui défendrait les hippies. Et c'est là où on se rend compte que voilà, il est passé dans le camp des parents terribles. Il s'autorise encore beaucoup de choses parce que sa liberté de ton, il ne l'a jamais perdue d'une façon ou d'une autre, parce que c'est un personnage et un auteur extrêmement complexe en réalité, beaucoup plus complexe qu'on le croit souvent. C'est aussi la période qui coïncide avec une autre réalité à laquelle il est confronté. On entendra tout à l'heure, évidemment, Tlecht, une chanson qu'il a écrite en 63. Il se trouve que quelque temps avant, une étude avait été faite par des linguistes, pas forcément alsaciens, d'ailleurs un groupe très hétérogène de différentes universités, sur la transmission de l'alsacien. Et cette étude disait qu'en 1962, on est arrivé au pic de la transmission. C'est-à-dire que jusqu'en 1962, la transmission se faisait à peu près, normalement, en gros, 80% de la population, ce qui était déjà plus la même chose qu'en 1946, où 95% de la population alsacienne parlait l'alsacien. On disait à 1962, 80% environ de la population alsacienne va transmettre la langue à ses enfants. Et à partir de 1962, cette transmission part en diminution. Arrive ce fameux « il est chic de parler français ». Oui, mais ça c'était avant la guerre. Hein. C'était après la guerre, je veux dire tout de suite après la guerre. Ça, dans les années 60, c'était plus vrai. Non, il y a eu plusieurs phénomènes. On ne va pas passer on va pas faire le détour là-dedans. Mais il a écrit pour ça Tlecht, qui dit toujours « Merci Schinst, Tlecht ». Bien que dans la première version, il n'y avait pas ce Schinst. Il a été rajouté. Non, dès le début. Ici, dès le début, autre chose. Il y a toujours eu des discussions autour de ça, mais il a toujours insisté pour que ce soit Schinz. Il a écrit d'ailleurs la chanson dans l'idée que le public se révolte. Ce qu'il espérait, il écrit Tlecht en se disant, ils vont sortir en disant « Mais non, Germain, c'est dans les Tlecht, on n'est pas les derniers, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas vrai, etc. » Et puis pas du tout. Les gens, ils sortent et les gens disent « Oui, t'as raison, on est les derniers. » Mais ça a quand même eu une influence sur le public parce que le public du cercle venait au cercle en parlant français.
et en sortait 2h30 plus tard en parlant alsacien. Ça, c'était dans les années 70-80. Mais dans les années 60, les gens étaient encore... L'alsacien était encore très, très en vogue. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'est rendu compte, son public de base était un public de jeunes de son âge en 1946 et de la génération au-dessus. À partir des années 60, la génération au-dessus et encore au-dessus, elle était amenée à disparaître. Sa génération l'a toujours suivi. Les gens de la génération de Germain ont toujours suivi le Borobli, jusqu'au bout. Parce que c'était leur jeunesse, parce que c'était celui qui disait tout haut ce qu'il pensait tout bas. Je fais quand même une courte parenthèse pour qu'on puisse imaginer ce que pouvait être le Borobli en 1946, dans une Alsace où, pendant 5 ans, on ne pouvait rien dire. Et donc, les gens avaient peur de parler devant leurs propres enfants parce qu'on leur disait, si à la maison, tes parents disent du mal, il faut que tu le dises. En gros, il faut dénoncer ses parents. Donc, on sort de cette époque, l'euphorie de la libération, et voilà un jeune homme de 23 ans, complètement dingue, qui dit sur scène des choses, mais qu'on osait à peine penser tout bas avant. Et c'est pour ça que le Borobli a marché de façon tellement incroyable et que toute une génération s'est reconnue là-dedans. Et aussi parce que les Alsaciens, à ce moment-là, donc au sortir de la guerre, étaient dispersés façon puzzle, entre ceux qui étaient partis, ceux qui étaient revenus, ceux qui avaient collaboré un peu, ceux qui avaient beaucoup collaboré, ceux qui étaient résistants, etc. Et le Borobli, pendant les 15 premières années, a eu cette fonction sociologique de ressouder les Alsaciens et de les rendre fiers d'être Alsaciens, ce qu'ils avaient un peu perdu après la guerre. C'est pour ça qu'il a écrit la pièce Fanfare der Mundefogne qui raconte cette époque de la guerre de 1939 à 1944. Mais le deuxième phénomène que je voulais dire rapidement, dans ces années 60, qui concorde avec ça, c'est le fait qu'il s'est rendu compte que la qualité de la langue du public n'était plus la même avec la génération qui avait suivi que celle qu'il avait connue. C'est-à-dire que quand on prend les 15-18 premières années du Borobli, les textes sont écrits, mais enfin, c'est de la littérature alsacienne pour moi. C'est d'une précision, d'une richesse et d'une poésie pour les textes poétiques, mais tout à fait extraordinaire. Et puis, on fait du cabaret. Et Germain avait toujours le souci, au cabaret, il faut que le public comprenne tout à l'instant précis où les choses sont dites. Sinon, les effets d'humour, les effets drôles, ce qu'on appelle les pointes dans le métier, ne fonctionnent pas. Ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la précision du texte. Oui, mais aussi la qualité du texte. Or, à partir de la moitié des années 60, au début des années 70, il s'est rendu compte que la nouvelle génération qui venait ne parlait pas l'alsacien aussi bien, n'avait pas l'ensemble du vocabulaire, et donc parfois, il fallait un tout petit peu aller vers le public. C'est là où il a, on va dire, un peu simplifié. Enfin, on est toujours très loin des simplifications qu'il m'arrive d'entendre aujourd'hui sur des textes en alsacien, par ailleurs, mais enfin, il est allé un peu vers le public parce qu'il fallait que le public comprenne. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il changeait encore pendant la revue. Si une pointe n'arrivait pas là où il l'attendait, il cherchait pourquoi. Pourquoi ça rit pas? Ça devrait rire, il y a un truc. Alors, quand il n'était pas dans le sketch, qu'il était en coulisses, il se disait, est-ce qu'ils font les marioles sur scène, ce qui était formellement interdit. Il comptait les rires, je crois. Hein, il comptait les rires de derrière, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet effet ne vient pas comme il faut? Et il était le premier à se remettre en question en se disant, j'ai mal formulé. Alors, est-ce que c'est la phrase d'avant qui est mal formulée? Donc, il demandait au comédien qui avait la réplique d'avant de changer. Il disait, demain soir, tu diras ça. Changer un mot, hein, ou une petite tournure de phrase, c'était rien. Mais quand on a joué 20 fois un spectacle et qu'on dit demain soir, tu changes la phrase, les 2 phrases avant, on est déjà fébrile parce qu'on ne pense plus qu'à ça. Ce qui fait qu'on arrive à placer la phrase, mais généralement on se plante sur la suivante. Donc il savait qu'il fallait un temps de réadaptation. Et quand ça ne marchait toujours pas, il changeait. Pareil, le lendemain, il disait, bon, écoute, c'est pas ça, change, fais ça. Et jusqu'à ce qu'il arrive, même au bout de 50 représentations, il n'avait de cesse d'arriver exactement à ce que toutes ces répliques fonctionnent comme il les avait imaginées. C'est absolument incroyable. J'aurais aimé qu'on revienne un petit peu quand même sur l'homme politique qu'il a été et de ce qu'il a apporté à la ville de Strasbourg et à l'Alsace. TNS, Opéra du Rhin. Non, pas le TNS, mais... Il était directeur juste au moment du changement.
Et je pense qu'il a œuvré pour que ça... Non, pas du TNS. Non, le TNS... Non, mais il connaissait bien les gens du TNS et surtout... Alors, le TNS, c'est une double histoire. C'est-à-dire que le directeur du TNS des années 50 jusqu'à fin des années 60, qui était Hubert Gignoux... Non, il n'a jamais été directeur du TNS. Non, pas du TNS, mais avant. Non, du CDS non plus. Non. Il y a des bêtises dans le génie. Pardon ? Il y a des bêtises dans le génie. Ah il y a peut-être des bêtises dans le génie, mais rectifions-les tout de suite. Oui. Il n'a jamais été directeur du TNS ni du CDS. TNS, Hubert Gignoux a été le grand directeur du CDS. Il y a eu, ça va être très discuté, mais il y a eu deux grandes époques du TNS, Hubert Gignoux et Jean-Pierre Vincent. Hubert Gignoux est arrivé à Strasbourg au milieu des années 50 jusqu'à fin des années 60. Il se trouve, pour X raisons que je ne vais pas raconter ici, que Germain connaissait très bien les auteurs contemporains de théâtre suisses, Max Frisch, La visite de la vieille dame, le nom m'échappe, Dürrenmatt, évidemment, qui connaissait particulièrement bien, mais c'est une histoire qui n'a... On ne va pas faire la parenthèse. Et puis, c'est lui qui les a proposés à Hubert Gignoux dans la version française. Et il y a beaucoup de pièces, notamment La visite de la vieille dame, qui a été créée en version française, en création à Strasbourg, au CDS de l'époque. Ce qui est drôle, c'est que Germain entretenait de très bonnes relations. Il avait une vraie admiration pour Hubert Gignoux et je crois qu'elle était réciproque parce que tous les gens du théâtre dit public, enfin sérieux entre guillemets, connaissaient le Borobli parce que c'était quelque chose d'unique en France. Une compagnie entièrement privée, pas un centime de subvention durant toute l'existence du Borobli, entièrement privée, qui fait autant de représentations avec 14, 16 personnes en scène, 4 personnes à l'orchestre, et puis tout ce qui va autour, parce que la production Borobli, c'était des habilleuses, c'était des costumières, c'était le décor, c'était le chorégraphe, c'était une grosse machine, 35 personnes. Oublions le TNS, voilà. Mais l'Opéra du Rhin, le Maillon, les Percussions de Strasbourg, le PMC, l'Institut des Arts et Traditions Populaires d'Alsace, et plein d'autres choses encore, comme l'ACA, les régionales, etc., ont porté la marque de Germain Müller. Absolument. Alors, évidemment, ça s'est toujours joué pendant la période Pierre Flimelin, puisque ce qui s'est passé, il faut quand même le dire, ils étaient concurrents, enfin, ils n'étaient pas sur la même liste à l'origine, en 59, Flimelin et Germain. Et mais je pense que le génie de Pierre Flimelin a quand même été de se dire, il faudrait que celui-là, il soit avec moi. Je ne sais pas comment s'est passé les négociations. Que Germain monte sa liste pour faire de Pierre Flimelin le maire et lui apporter ses voix. Oui, au conseil municipal. Il n'en avait pas vraiment besoin, Flimelin. Il semblerait que ça s'est joué à peu de choses. Qu'ils se sont mis... il y avait quand même la liste... ils se sont entendus assez rapidement. Et il y a eu une admiration réciproque qui a fait que, ensuite, tout ce que tu viens de signaler, a commencé par l'Opéra du Rhin, qui était l'Opéra de Strasbourg. C'était une décision commune. Il se trouve que Germain est un homme du métier. Ça, il faut quand même préciser, quand le syndicat de l'opéra, de l'orchestre philharmonique, symphonique au début philharmonique, allait voir Germain Müller, adjoint à la culture, ils avaient en face d'eux un homme du métier. Et donc, d'abord, ils avaient un tout autre comportement que face à quelqu'un d'autre, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas lui raconter des cracks, ils connaissaient le métier, ils savaient comment ça fonctionne de l'intérieur. Et ils avaient un respect de Germain Müller, professionnel en tant qu'homme du spectacle. Et donc, les discussions se passaient de façon vraiment très très bien. Le philharmonique, c'était la conjonction de plusieurs choses. En 1974, l'orchestre radio-symphonique a été dissous, de Strasbourg a été dissous avec l'éclatement de l'ORTF. Les 60 musiciens du symphonique, la moitié est partie à Strasbourg, donc a rejoint le symphonique de Strasbourg qui ensuite est devenu un orchestre philharmonique. Et les 30 autres ont été divisés par deux, une partie à Nancy, une partie à Metz. Mais ce qui a permis à l'orchestre de Strasbourg de se renforcer déjà par cet apport et ensuite de compléter pour faire un grand orchestre philharmonique pour lequel il fallait un chef. Et alors là, c'est l'anecdote la plus drôle pour moi. Ce chef. On conclura avec ça parce que je crois que le temps imparti est dépassé. On terminera avec ça, si tu veux bien. Donc, il fallait trouver un chef de cette envergure. Et ce chef, très vite, dans l'idée de Germain et de Pierre Flimelin, ça a été Alain Lombard. Alain Lombard était, on va dire,
un peu sollicité, sans l'être vraiment, par Chirac pour Paris. Mais Chirac avait un autre projet, enfin il avait 2 candidats, etc. Donc il a laissé lambiner un peu Alain Lombard en lui laissant croire qu'il pourrait peut-être le faire venir à Paris, ce qui fait que, évidemment, Alain Lombard serait allé à Paris plutôt qu'à Strasbourg, mais en même temps il était dans l'incertitude. Et puis quand les choses ont commencé à apparaître comme étant vaguement foutues pour Paris, c'est là où les tractations ont commencé. Et donc Germain a rencontré Alain Lombard, il se connaissait de nom, puisqu'il avait déjà dirigé à Strasbourg, et il lui a dit, bah, écoutez, monsieur Lombard, en tant qu'adjoint à la culture, je vous engage comme chef de l'orchestre philharmonique et pour diriger l'opéra, qui était encore l'Opéra du Rhin, qui n'était pas encore l'Opéra national. Et Lombard lui dit, ah bah oui, formidable, etc. Et alors... comment est-ce qu'on va faire? Et à ce moment-là, non mais attendez, le plus drôle arrive. Et comment est-ce qu'on va faire? Et il dit oui, bon bah il va falloir faire un contrat. Oui, mais Lombard dit, monsieur Muller, moi il me faudrait quelque chose par écrit. Et Germain lui dit, bah, vous n'avez pas besoin, vous avez ma parole. Parce que Germain était un homme de parole. Et c'est essentiel pour comprendre la psychologie et la psyché de Germain, c'est que c'était un homme de parole. Et Lombard lui dit non, je veux un texte écrit. Et Germain lui dit, bah, si vous voulez un texte écrit, ils étaient au restaurant, il appelle le garçon, il dit, écoutez, donnez-moi une feuille de papier et un stylo. Et il écrit, je sous-signé Germain Muller, adjoint au maire de la ville de Strasbourg. Je vous engage par la présente comme chef d'orchestre et comme directeur de l'Opéra du Rhin. Et il lui a donné ça, voilà, il l'a signé, voilà votre papier écrit. Après, bien sûr, il y a eu un contrat. Bon, maintenant on s'arrête. Et on passe un extrait de la pièce emblématique Fanfare de Madame de Faune. C'est un court extrait du 2e tableau, au moment où le père de famille, Gustav Mahler, arrive. On est dans le... comment ça s'appelle? Deuxième tableau. À Brantôme, dans le sud-ouest, en 1939. Germain Muller qui arrive, donc Gustav Mahler qui arrive chez sa famille. Gustav! Christkinder! Ich hab's ja gewusst. Ich hab's ja gespürt. Jedes Haus, jeder Baum, jeder Stein an der Straße haben wir gesagt, er ist da. Die letzten 100 Meter bin ich nur so gerannt. Mit deiner Römedisse? Ja, warum hast du denn nicht geschrieben? Ja, weißt du, das ist Man so hat schnell. dich doch abgeholt am Autobus. Hast du Hunger? Nein, Molly, die machen schon nein, Molly, ich hab's schon Sei los, gegessen. die jetzt einmal betrachten. Ja, betracht mich. Was hast du denn da für einen Geissbärtel wachsen lassen? Ja, wie findest du das? Wie steht's mir? Kein bisschen. Also, ja, was ist nur noch mal ein Flansumie? Das gibt noch mal einen schönen großen Vollbart. Ja, doch ton gentil. Kinder, schauen mal die Hände. Ah ja, die Hände, das ist vom Schützengräber graben. Weißt du, wir haben unsere Schützengräber graben und unsere Patronen selber holen. Dann frisst sich das Pulver als gern, so wie es die Hände nicht, verstehst du? Ja. Und dort meine den ganzen Tag Grumbeeren geschält. Grumbeerenschälen, das gehst du. Siehst du mich, Grumbeerenschälen? Ach komm, setz dich. Ja. Du bist doch nicht. Aber nein. Du bist doch nicht verletzt. Nein, ich glaube nicht. Ach, Gott sei Dank. Wir haben jeden Obervater unser für dich gebetet. Ja, was ist, der ist mir aber irgendwie zu gut gekommen. Oh, du alter Zyniker, du. Ich hol dir die Schlappen. Ich hab sie noch eingepackt, aber auf dem Mann sagt. Maintenant, ça y est, je ne l'ai plus, mon accent alsacien. Hier encore, on m'en a fait le compliment. Si votre mari ne m'avait pas assuré que vous étiez une authentique alsacienne de Brunswick-Archem, je ne l'aurais pas cru. N'est-ce pas merveilleux de s'entendre dire cela? Quand je pense qu'il y a quelques mois encore, on me prenait pour une Suissesse, pour une Belge, même une Hollandaise. On me mettait à toutes les sauces. C'était vraiment trop bête. Ce petit reste d'accent alsacien m'exposait perpétuellement aux pires vexations. Un soir, chez Régine à Paris,
L'ami de mon ami d'Orléans, avec lequel j'avais échangé quelques mots, des banalités toutes parisiennes, me dit tout à coup « Ah, vous êtes alsacienne !» Le rouge m'en monta au front. Il ajouta même le mufle, ça s'entend. Enfin, qu'on me prenne pour une luxembourgeoise, une belge ou une suissesse, passe encore. Mais pour une alsacienne, c'était vraiment trop humiliant. Cette goutte a fait déborder le vase. C'est ce soir-là que je pris la décision. Depuis, je n'ai eu de cesse que ne disparaisse cette tare de ma langue. Je n'ai plus ouvert la bouche en public avant d'avoir obtenu l'assurance de mon professeur que l'oreille la mieux exercée de Touraine ne put déceler le moindre soupçon d'accent, la moindre intonation gutturale dans mon langage. Et maintenant, ça y est, parti, envolé, mon accent alsacien. Avouez que si je ne vous avais pas dit que j'étais d'ici, vous ne l'auriez pas deviné. N'est-ce pas? Merci. C'est vraiment merveilleux de se sentir de nulle part. Alors pour donner une petite impression de la variété de l'écriture de Germain Müller, c'est un texte que je suis obligé brièvement d'introduire pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément l'histoire. On va commencer par écouter cette musique qui nous emmènera du côté du Moyen-Orient. Vous savez que l'État d'Israël a connu de nombreuses guerres et en 1967 a eu lieu ce qu'on appelait après coup la guerre des 6 jours. À cette occasion, la guerre des 6 jours, c'est en 2 mots, les services secrets israéliens ont appris que les Syriens et les Égyptiens allaient attaquer l'État d'Israël en 1967 et ils ont devancé en quelque sorte cette attaque en faisant ce qu'on pourrait appeler le coup de Pearl Harbor, c'est-à-dire qu'ils ont attaqué à la fois l'armée syrienne et l'armée égyptienne, qui ne s'y attendaient absolument pas, et particulièrement l'aviation des 2 pays ennemis, pour les clouer au sol, pour qu'ils soient dans l'incapacité de mener une attaque sérieuse contre l'État d'Israël. Ce qui a donné à Germain l'idée d'un texte qu'il a écrit en judéo-alsacien, à sa manière, mais quand même en judéo-alsacien, et qui est un monologue de Moïse Dayan, parce que le grand homme de ces combats de la guerre des 6 jours a été le général Moïse Dayan. C'est donc Moïse Dayan qui parle. Winter im Sinaï, on est au mois de décembre 67, 6 mois après la guerre des 6 jours. Moïse Dayan. Wenn es Winter wird im Sinaï, Seißelt der Kieler Wind über der Wüste, quand vient l'hiver au Sinaï, un vent glacial roule sur le désert und der Sand wird wie Splitter aus Glas und der stichelte Haut bis aufs Blut. Et le sable se transforme en éclats de verre et écorche la peau jusqu'au sang. Und sieh da, der stolze Siegesvogel, et eux, là, les fiers oiseaux de la victoire, wo gekreist haben hin und weg über dem gewonnenen Land, qui ont croisé sans relâche au-dessus de la terre conquise. Sie sind heute mit in der Fliegel, ils sont à présent fatigués des ailes. Und sie wollen sitzen ab, und sie suchen einen Baum, und sie suchen einen Strauch, ils veulent se poser. Ils cherchent un arbre, ils cherchent une broussaille, und sie finden nichts als rostiges Eisen und ausgebranntes Sowjetblech. Et ils ne trouvent rien d'autre que de la ferraille rouillée et de la tôle soviétique cramée. Und darin hocken sie nun, de stolze Siegesvögel, et les voilà, les fiers oiseaux de la victoire,
und sie zittern, denn sie haben kalt und sie haben Mores. Et ils tremblent parce qu'ils ont froid et parce qu'ils ont la trouille. Wenn es Winter wird im Sinaï, seißelt der Kieler Wind über der Wüste, quand vient l'hiver au Sinaï, un vent glacial roule sur le désert und die Zweifel, sie wachsen schneller und schöner als Feigenbaum im Kibbutzgarten. Et les doutes poussent plus grand et plus haut que les figuiers des jardins du Kibbutz. Hat David Gott dir diesmal oder hat er nicht? David, Dieu t'a-t-il cette fois ou ne t'a-t-il pas gewiesen der richtige Weg, montré le juste chemin? Warst du tapfer und klug und schlau? As-tu été valeureux, intelligent et malin für nichts als ein bisschen Sand in der Wüste? Pour rien d'autre qu'un peu de sable dans le désert? Du warst der Sieger. C'est toi, le vainqueur. Du hast ihn gezwungen in die Knie, der Goliath, tu l'as mis à genoux, Goliath. Ist gelegen auf dem Bauch, der machollene Greiserores aus Kairo mit der riesigen Schnauze. Il était couché sur le ventre, le machollene Grand Raïs du Caire, avec son énorme gueule. Du warst der Sieger. C'est toi, le vainqueur. Und nun stehst du da und schaust machtlos zu et te voilà et tu regardes impuissant, wie die anderen ihm wieder helfen auf die Beine, comme les autres l'aident à se relever, wie sie ihn stützen und bewaffnen für seinen heiligen Krieg, comme ils le soutiennent, comme ils le réarment pour sa guerre sacrée. Un schöner heiliger Krieg, ist das, Herr Nasser? Une sacrée guerre sacrée que cette guerre, Monsieur Nasser, bestützt von den Flieger und Raketen aus Moskau, soutenu par les avions et les roquettes de Moscou, schöner heiliger Krieg, une sacrée guerre sacrée. Wenn es Winter wird im Sinaï, seißelt der Kieler Wind über der Wüste. Quand vient l'hiver au Sinaï, un vent glacial roule sur le désert und die Gedanken werden immer bitterer und bitterer. Et les pensées deviennent de plus en plus amères. Bitter der Gedanke an den berühmten General aus Frankreich, amer les pensées pour le célèbre Général de France, der wo gemacht hat das große Geschäft am Krieg, celui qui a fait la grande affaire avec cette guerre, de Mazamat mit seinem Mirage, le business avec ses mirages, und uns nachher hat verkauft für ein bisschen Öl, pour nous vendre après, pour un peu de pétrole. Doch manchmal im Winter legt sich der Wind über die Wüste, mais parfois en hiver, le vent se couche sur le désert und die Sonne bricht durch die Wolken et le soleil transperce les nuages. Ist es wie es ist, sei es wie es sei im Sinai, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne au Sinaï. Moïse, deine Brüder, sie stehen im Licht. Moïse, tes frères sont dans la lumière. Sie sind gekrochen empor aus den finsteren Gassen von den Mélasse, von den Ghettos, aus der blinden Häuser von Cordoba. Ils ont rampé pour se relever des ruelles sombres, des Mélasses, des Ghettos, des maisons aveugles de Cordoba. Der Weg ins Licht war weit. Le chemin vers la lumière a été long, aber die Nacht, sie wird sie nie mehr holen ein. Mais la nuit ne les reprendra plus jamais. Und sieh da, les stolze Siegesvögel, et eux, les fiers oiseaux de la victoire, sie kreisen wieder über dem gewonnenen Land. Ils croisent à nouveau au-dessus de la terre conquise. Doch, o Moïse, o Moïse, haben wir erobert ein Land? Avons-nous conquis une terre? Oder haben die Micken erobert das Mickenpapier? Ou les mouches ont-elles conquis le papier tue-mouche?
Merci. Morgens gewesene Gewässes, Gelehrte sind sich jetzt d'accord. Alle Statistiken beweisen es, sie ist Archi für die unsere Spruch. Kannst deine Krokodile-Tränen sparen? In dieser Gasse, da gibt's kein Kehr. Der Karisch haben wir selbst verfahren. Und die Himmelskütscher, die sind wir. Wir sind ins Letzte, ja allerletzte, von denen Letzten, die noch so poppeln, wie der Schnabel nicht gewachsen ist. Nur uns ist fertig mit dem Trafari und noch wird endlich im ganzen Frankreich geparlez-vous noch mehr Französisch. Wir sind ins Letzte, ja allerletzte, von denen Letzten, die noch so denken, wie der Schädel nicht geböjen ist. Nur uns ist fertig mit dem Trafari und noch wird endlich im ganzen Frankreich geparlez-vous noch mehr Französisch. Und es ist ein Recht so, wir haben es so gewählt. Es ist ein Recht so, wir haben uns gern vergeben. Vor Leuten müderlos wie am Défilé. Bei jedem Bändele sind wir jetzt gar nichts mehr. Als grad noch die Letzte, ja die allerletzte, von denen Letzten, wo noch so poppeln, wie der Schnabel nicht gewachsen ist. Nur uns ist fertig mit dem Trafari und noch wird endlich im ganzen Frankreich geparlez-vous noch mehr Französisch. Für manche Wärter ist doch schad, ist unsere Spruch sonst auch nicht viel. Han da manches gesagt, was sie nicht sagen auf Latin. So nimm zum Beispiel alle will, kennt toujours sagt, alle will gut. Denn alle will, ich alle will, in alle will glänzt Heimatglück. Wir sind ins Letzte, ja die allerletzte, von denen Letzten, wo keine sagen. Alle will hab ich mein Bibel gern und unsere Schläschle von der Laterne, sie wisch im Himmel, den Engel traven, in seine Giegele ein Stern. Und ich bin trüri, alle will trüri und müderi, wie selle Müri. Alle will, wenn du nicht bei mir bist, und ich kennt Hiele, in ein Loch Hiele, weit wieder Hiele, vor Lüter Lieder. Jedes Mal, wenn du nicht bei mir bist. Tant pis fürs alle will, wir haben's so gewählt. Tant pis fürs alle will, wir haben uns gern verkehrt. Vor Lüter müderlos wie am mit Défilé. Bei jedem Bändele sind wir jetzt gar nichts mehr. Als grad noch die Letzte, ja die allerletzte, von denen Letzten, wo noch so poppeln, wie der Schnabel nicht gewachsen ist. Nur uns ist fertig mit dem Trafari und noch wird endlich im ganzen Frankreich geparlez-vous noch mehr Französisch. Und trotzdem klingt es wie Roman und rein gar nicht mit der Bös. Wenn man seine Eierspruch ein Lied ins Grab nimmt,
Oui. Alors on n'a pas totalement fini, parce qu'évidemment on voulait rendre un hommage particulier à Dinah qui n'a pas écrit pour le Borobli, mais qui en a été une des interprètes emblématiques, surtout à partir, on va dire, du milieu des années 50, parce que c'est une comédienne qui avait tous les talents, mais qui était très jeune au début du Borobli, et Germain avait besoin aussi de comédiens d'un certain âge. Donc, elle faisait essentiellement des rôles de composition, comme on appelle ça, c'est-à-dire qui n'ont pas spécifiquement d'âge, dans lesquels elle excellait. On a eu tout à l'heure l'exemple de La Merveilleuse. Il y a une quantité incroyable de numéros solo qu'il a écrits pour elle, ou de duos, et évidemment ensuite dans les sketchs, etc. Elle n'a pas non plus été l'interprète d'origine de Fanfare de Madame de Faune. Elle l'a immortalisé grâce à la version télévision, comme on l'a vu tout à l'heure, en 1974. Mais à l'origine, c'était Félix Heusser qui avait créé le rôle. Alors pour terminer, on a choisi, parce qu'on voulait parler un peu de l'avenir et de la possibilité de la transmission de ces textes, qui est complexe, parce qu'évidemment, elle est liée directement à la transmission de l'alsacien. On peut toujours faire des traductions, c'est plus ou moins facile, mais dès lors qu'on est dans des textes qui parlent en plusieurs langues, parce que le génie de Germain, on a du mal à imaginer ça aujourd'hui, c'est d'avoir écrit en alsacien, en français, en allemand, en français avec accent alsacien, en allemand avec accent français, en badois. Toutes ces 6 variétés de langues sont contenues dans un sketch qui s'appelle Ebon Flut, qui est un sketch de 1955. Je choisis volontairement ce sketch parce qu'il est le panel le plus large d'écriture, parce que tous les gens qui interviennent dans le sketch ont des histoires, et le public était en capacité à l'époque de suivre cette variété linguistique sur un sketch, par exemple. Il existe, puisqu'il a été refait dans la revue de 1988, donc il existe sur l'INA, si ça vous intéresse de le regarder, dans la revue Strasbourg Junkent. Alors pour terminer, un hommage particulier à Dinah, qui a eu un rôle évidemment important, essentiel au sein du Borobli, et évidemment avec une comédienne de cette envergure, il était, je ne veux pas dire facile, mais Germain s'est senti porté pour écrire des rôles à sa mesure. On a très peu d'occasions d'avoir les extraits de sketch, mais on va écouter des chansons. Et puis 3 chansons emblématiques qu'elle a chantées et qui seront chantées par cette jeune chanteuse Charlotte Wix, qui a un talent incroyable. Je voudrais la remercier, ainsi qu'Alfred Sigris, qui sont vraiment les 2 jeunes de cette petite formation. Ils vont interpréter différentes choses, essentiellement, je crois presque... Non, il y aura un petit clin d'œil à Germain avec Kumbel vom Kundo tout à l'heure, qui était un de ses premiers poèmes. Mais d'abord, on retrouve Charlotte. Merci Christian. Ich denk so oft, wenn ich allein bin, an unsere Ferien in Litzelstein. Sich zellemals bei ihr Aschink sind, während die Ferien in Litzelstein. Im Himmelstel haben wir gebadet, beim Firster dort uns regaliert, mit Kaffee und mit Honigflade, als über dem Schmüsse ganz ungeniert. Wie arme Reiter haben alles nicht erstkommt, klingen als Stimme auf, wo man meint längst verstund. Sie ist zum Griffenot, die erste Ferienzeit. Doch 30 Jahre sind's her, sind wir noch dasselbe Lied. Ich denk so oft, wenn ich allein bin, an unser Tandem vom Pouvisport. Sich zellemals, weil angefitzt sind, das Silbertandem
vom Bouvisport. Stolz wie Oskar Hochzerus, auf dem Herrli tritt mein Sohn in der Knickerbockerus. Hast gemeint, sitzt auf dem Thron, Kilometer, Kilometer, haben wir gestrampelt miteinander. Und zwei selber gestrickte Sweater, haben gezunden übers Land. Ich denk so oft, wenn ich allein bin, an unsere Ferien in Litzelstein. Sich zellemals, weil er schenkt sind, während der Ferien in Litzelstein. Da haben wir noch miteinander gestrampelt, miteinander gesungen, miteinander gelacht. Was in meinem Kopf noch ringelrangelt, ist langst verblöde Sportsummer bracht. Die armen Reiter haben alles nicht erstkommt, klingen als Stimme auf, wo man meint, längst verstummt. Sie ist zum Griffennot, sind's 30 Jahre her. Die Congé payé Zeit unter einem Front populär. Ja, zellemals haben wir noch alles selber gekriegt. Selbe Veloschlappen, selbe Dechelskappe, selbe Karohemder, selbe Karostrümpf. Ich sieh uns noch, als wie wär's gest gsin. Stolz wie Oskar Hochzerus, auf dem Herrli tritt mein Sohn in der Knickerbockerus. Hast gemeint, sitzt auf dem Thron, Kilometer, Kilometer, haben wir gestrampelt miteinander. Und zwei selber gestrickte Sweater, haben gezunden übers Land. Ja, ich weiß, es ist dumm, zurückzudenken. Das Leben geht wieder so oder so. Und ein toter Baum kann nichts verschenken. Doch die Litzelstein sitzt bei mir da. Drum dreh mich oft, wenn ich allein bin, an unser Tandem in Litzelstein. Sind denn wir zwei nicht einmal eins gsin, wie unser Tandem in Litzelstein? An der Felsenwand hast Glätter du gelehrt, mich hättest du wieder Schnuff, zellemal schon nicht verfehlt. Ich steh noch unter Hit, genau wie zellemals. Oh, kennt ich bloß dir bitte weiches Moos. Ich bin der Situation nicht gewachsen. Ich versteh nichts vom Leben, ich versteh nichts vom Geschäft. Natürlich hast du nur du recht. Natürlich meinst du nur du's geht. Du hast dich, wie du sagst, in Tee geschafft. Ja, als Hecher noch aufs Ross, Hecher geht's jetzt fast nicht mehr. Du bist der großer Boss und wir haben kein Tandem mehr. Kilometer, Kilometer haben wir gestrampelt miteinander. Ein Mercedes fährt vorbei und ich steh am Strassenrand.
Es ist alles noch wie Zahlenmols. Das Gras ist grün und bleu ist das Moos. Die Mamas strecken Bändel wärmer, passen auf die Jungs auf. Sie bauen Babel därmer. Lever geht los keiner auf. Tout est resté comme autrefois. L'herbe est verte et bleue, la mousse. Les mamans tricotent des châles au kilomètre. Surveillez-moi ces gamins. Ils construisent des tours de Babel. Mon Dieu, ne laisse personne y monter. In dem Sonntag ist einmal gespielt. Im Dreck nach manchem Schatz gewählt. Mississippi glänzt durch so die Fleisszeit alle will noch da. Hinter Zellen hegen dort. Doch fällt mir nichts im Inventar. Moi aussi, j'ai joué dans ce sable un jour, cherchant dans la saleté des trésors enfouis. Derrière ces haies là-bas, l'art coule toujours, tel un minuscule Mississippi. Mais ne manque-t-il rien à l'inventaire? Wo sind meine Kumpel vom Kontat? Die früher alles mit mir gekickt. Der Charles, der Frenzel vom Pflanzbad. Ich hoffe, es hat keiner Politik. Wo sind die Indianer und Häuptlinge? Die Cowboys vom Quartier Turenne, die vom Wagen, die Jux vom Steinring? Hab's etc. mit keinem Auge gesehen. Où sont mes copains des Contades? Ceux qui jadis tapaient dans la balle avec moi? Le Charles et le François du bain aux plantes? J'espère qu'aucun d'eux n'a fait de la politique. Où sont ces Indiens et leurs chefs mythiques? Les cow-boys du quartier Turenne, ceux du Wacken et les Sioux du boulevard Clémenceau? Je ne les ai jamais revus depuis. Vielleicht sitzen heute glücklich gerot, haben Kinder wie Milch und blöd und Frau stricht ne heute Butterbrot, wo fast schmeckt wie bei der Mama so gut. Peut-être qu'ils sont mariés et heureux à présent, qu'ils ont des enfants qui respirent la santé et une femme qui leur prépare une tartine de beurre presque aussi bonne que celle de maman. Es ist alles noch wie Zahlenmols. Das Gras ist grün und bleu ist das Moos. Die Mama strecken Bändel wärmer, passen auf die Jungs auf. Die grossen Böen Babel därmer. Lever Gott lust keiner auf. Tout est resté comme autrefois, l'herbe est verte et bleue, la mousse. Les mamans tricotent des châles au kilomètre. Surveillez-moi ces gamins. Les grands construisent des tours de Babel. Mon Dieu, ne laisse personne y monter. Ja. Große Spiele tragen das Spiel. Sie schicken Zettel und Däumen gehen, riskieren Fähnel, verlieren Mensch. Oh, Dummheit, wenn du Brille kennst. Oui, les grands jouent un sale jeu. Ils envoient un bout de papier et tu dois partir. Risquer un drapeau, perdre un être humain. Oh, bêtise, si tu pouvais crier. Wo sind meine Kumpel vom Kontat? Die früher alles mit mir gekickt. Der Charles, der Frenzel vom Pflanzbad. Ich weiß, es hat keiner Politik. Non, aucun d'eux n'a fait de la politique. Où sont-ils ceux de Namur et de Narvik? Die von Moskau bis zum Schwarzen Meer. Ceux d'Italie, ceux d'Afrique. Un beau jour, ils sont partis à la guerre. C'est là qu'ils sont. Da sind sie. Meine Kumpel vom Kontat. Ich hab's getragen auf der Hand. Ich hab's getragen bis ans Ende. Nicht einer hat sich gerührt. Dabei hat das Kind doch alle gehört. Das Kind, es hat mein Ende gern gelebt. Es ist mir wie am Leben geklebt. Ich hab gemeint, ich krieg's davon. Und es wäre Platz unter der Sonne.
Verskind, es hat sein Eierkäpfel gehabt, aber mon Dieu, wer kennt es nicht? Ich freue mich, ist denn das so schlimm? Und nun dann alle selber singen. O Kind, der Kopf und die Stetigkeit, es hat sich auch einmal geleitet. Und es wäre auch eine Schiene da, wo wie andere Kinder auch. Mein Kind, sie haben ihm gesagt, parle français. Und es hat gesagt, ja, Mäppele. Ich babbel euch nicht alles noch, das was ich rede ist meine Spruch. Sie haben ihm gesagt, je te fous des baffes. Und es hat gesagt, ich picke auf. Es hat nicht so das Arbeit ist, so redet man nicht mit der Mätresse. Ganz ehrlich gesagt, ich selber finde, eine Punition hat sie ja verdient. Aber sie haben es ganz einfach geschossen. In der Gramm hat es nicht gepasst. O Kind, der Inspecteur d'Académie hat gesagt, sa place n'est plus ici. La mère aussi est infantile et 10 fois mûre pour un asile. O Kind, kein Finger hat sich gerührt, sie haben sich alle degonfliert. Ich hab geboten alles Geld und jetzt haben sie es mir gewillt. Mein Kind, es sitzt kein Mensch mehr angelöt. Das heißt, es hat keiner mehr getreut. Vor Angst, er wäre kompromittiert. Und am Ende noch selber schlecht notiert. O Kind, ich hab's getragen auf der Hand, aber was Kaiser hat am Ende. Tous les enfants de Bethléem, de Bichem et de Schiltighem, de Schwindratzem et de Kogenem, d'Ittenem, de Fegersem, de Drusenem, de Marlenem, de Matzenem et de Fessenem. Ich hab's getragen auf der Hand. Ich hab's getragen bis ans Ende. Nicht einer hat sich gerührt. Dabei hat das Kind doch alle gekehrt. Das Kind, unsere Spruch. Der Wald hat unsere Wege gezehrt im Herbst mit seiner Blätterpracht. Mit Tannennudeln da bezehrt, wo ihm den besten Honig macht. Für sein Überleben hat der Wald dem Mensch sein totes Holz vermacht. Sein Vier hat tief im Winter kalt uns Stube geheizt und Brot gebracht. La forêt d'automne ornait notre chemin de sa splendeur de feuilles tapissées d'aiguilles et de sapins, où l'abeille fabrique son meilleur miel. Pour sa survie, la forêt a légué à l'homme son bois mort. Son feu réchauffait notre chambre et cuisait notre pain au cœur glacé de l'hiver. Der Wald ist krank, es ist ihm ganz übel. Der Wald steht krank im Schwebelnebel. Der Wald ist krank, es ist ihm am Sterben. Der Wald ist krank, es gibt nichts zu erben. La forêt est malade, elle a très mal au cœur. La forêt est debout, malade, dans un brouillard de soufre. La forêt est malade, malade à en crever. La forêt est malade. Il n'y a rien à hériter. Vom Kinderbett bis not ans Grab hat uns im Wald sein Holz begleitet. Und uns getragen noch bis Nob, ein Leben lang durch Freude und Leid.
Du berceau jusqu'au bord de la tombe, le bois de la forêt nous a accompagnés. Puis il nous a portés tout en bas, tout au long d'une vie de joie et de chagrin. Bei wildem Wetter hat der Wald das Gewitter geschluckt und dich verschont und angezäunt Blitz gewollt. Warum haben wir den Wald nicht geschont? Par mauvais temps, la forêt a avalé l'orage, attirant sur elle l'éclair pour qu'il t'épargne. Que n'avons-nous ménagé la forêt? Der Wald steht krank im Säurereien. Die Sens von der Wind müssen ihn abmähen. Der Wald ist krank, er steht am Sterben. Der Wald ist krank, es gibt nichts zu erben. La forêt est debout, malade sous les pluies acides. La faux des vents viendra la raser. La forêt est malade, elle est en train de crever. La forêt est malade, il n'y a rien à hériter. Der Wald hat brav den Berg gehabt über den Hängen von unserer Straße. Und wenn morgen der Wald verreckt, no geht mit ihm der Berg los. La forêt a sagement retenu la montagne au-dessus des pentes de nos rues. Et si demain la forêt crève, la montagne s'en ira avec elle. Der Wald sügt für uns Wasser auf. Er spart es brav und macht es auf die Zeit. Was holst du noch aus dem Brunnen rauf, wenn morgen kommt diese Zeit? La forêt aspire l'eau pour nous. Elle l'économise et sagement la met de côté. Qu'iras-tu puiser à la fontaine demain si une période de sécheresse survient? Der Wald, der Lied, sich die Kinder glauben, als gäng's uns nicht selbst an den Graben. La forêt souffre. Nul n'écoute sa plainte, comme si nous n'étions pas nous-mêmes aussi concernés. Der Wald ist krank, er steht am Sterben. Der Wald ist krank, es gibt nichts zu erben. La forêt est malade, elle est en train de crever. La forêt est malade, il n'y a rien à hériter. Der Wald wird blut wie Affenarsch, der Boden trocknet wie ein Pfurz. Da stehst du im traurigen Paysage, mit da und dort geht noch ein Sturz. Hart ist's für den Wald, was trifft. Sein Sterben liegt fast im Mord. So wie man es in den Wald hineinrieft, schickt er es zurück, einem Wort für Wort. La forêt est nue comme le cul d'un singe. Le sol est sec comme un paix. Te voilà dans ce triste paysage, avec ici ou là un moignon d'arbres morts. C'est dur pour la forêt que ça frappe. Sa mort ressemble à un assassinat. L'appel qu'on lance dans la forêt, mot pour mot, revient en écho. Rettet den Wald. Sauvez la forêt. Er steht am Sterben. Elle va crever. Rettet den Wald. Sauvez la forêt. Es gibt nichts zu erben. Elle est décimée. Ich weiß, sie haben's nicht gern, wenn man nicht ist wie alle anderen. Ich weiß, sie sehen's nicht gern, wenn man nicht macht wie sie die anderen. Und gehst nicht ihre Weih, nu bist fertig, schon auf dem Holzweih. Ich weiß, es ist mir egal, ich blieb auf meinem Weih. Ich weiß, es ist ungern gesehen, wenn man nicht denkt, selber wie die anderen. Je sais que c'est suspect, wenn man nicht redet, wie sie die anderen. Ich stehe als ganz allein und Zweifel selbst einmal am Kreuzweih. So leid, nur grad so leid,
lieg auf meinem Weih. Hab auf dem Weih schon Blumen gesagt und eine Weih noch durchgehend. Es hat ringsum schon Gold gereiht, doch auf meinem Weih wird nichts verschenkt. Bei grad zum Trotz allem zu Leid lieg auf meinem Weih. Und ich weiß sogar, wie andere auch mal aus dem Weg gehen. Halt mich, der Eheweih, gleich wieder in. Ich kann nicht vergehen. Ich bin keine Hirtefee. Ich brüch kein Hirt. Ich find daheim bei zu mir, zurück zu mir, bin heim auf mir Weih. An mancher Wund hab ich gedacht, aber du hast doch nicht kein Schwa. Es hat sich nix so ganz vernarbt, da war ich lang durch meine Croix. Ich trau mein Gritz allein auf mir Weih. Was meinst du, muss ich? Gar nichts muss ich muss nur, was ich will. Es ist mein Blut, es ist mein Fleisch, es ist mein Leben. Und ich mache mit meinem Leben, was ich will. Und ich gebe Leben, wenn ich will und wann ich will. Es ist meine Hütte, meine Ehehütte, wie ich auf zum Markt trage. Und wo mein Weih mich anführt, das gibt kein Hund ips an. Das gibt kein Söi ips an. Denn ganz am End steh ich sowieso wieder allein auf deinem Weih, in deiner Hütte, wo an dich gelebt, in deinem Fleisch, wo in dir litt, mit leeren Händen am Terminus. Steh ich auf mir Là, merci. Dites-vous bien, mes amis, que par un temps de pluie, la vie peut être belle. Il y a du soleil sous notre ombrelle et une fleur bleue dans chaque poubelle. Och när det skotsar regn och verkar ha med grej, det ser som skotts egal.
gekriegt. Und wenn der Teufel auf der Stelle sagt, und hoppla Geist, mir haben's gepackt. Und hoppla Geist, es hätt geklappt. Und hoppla Geist, wir sind im Takt. Und hoppla, hoppla, hoppla Geist. Schon 60 Jahre lang das Lädel, sie schlicht im Elsass herum. Der Charit war die uns Gretel, uns da daily auf der Zung. Doch Hitler macht's wieder flehe, nüsst in eine schönere Welt. Als nur von denen, wo's krähe, a Hüpfer frohe Stunde schellt. Und hoppla Geist, wir haben's gepackt. Und hoppla Geist, es hätt geklappt. Und hoppla Geist, wir sind im Takt. Und hoppla, hoppla, hoppla Geist. Und merci, merci, merci euch, dass ihr alle gekommen sind. Von Saint-Louis bis Weißerbusch sind ihr so wie Littler sind. Wir haben so bis von euch geredet, ihr habt so viel Verständnis gehabt. Drum merci, merci, merci euch. Von Saint-Louis bis Merci.